Alors bonjour et bienvenue dans Pisser sous la douche ne suffira pas, l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. Aujourd'hui, notre grande question du jour avec Cédric Villani, c'est de la science à la politique, quels espoirs d'agir face aux défis du changement climatique. C'est parti pour cet épisode avec Hugo à la vidéo et moi Mehdi à l'interview. Alors d'abord, chez Time, on aime bien se tutoyer, est-ce qu'on peut procéder comme ça pour Vas-y, je te donne le feu vert. Génial. Alors pour te présenter, je me suis dit que le mieux c'était de faire confiance à Wikipédia et si jamais Wikipédia dit des bêtises, tu vas nous corriger. Je serai impitoyable. Alors, Cédric Villani, né le 5 octobre 1973 à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, est un mathématicien et homme politique français. Je pense que jusque-là, jusqu'ici tout va bien. Tout va bien. Spécialiste de l'analyse mathématique, il travaille sur les problèmes issus de la physique statistique, de l'optimisation et de la géométrie riemannienne. C'est vrai. Directeur de l'Institut Henri Poincaré de 2009 à 2017 et professeur des universités et le lauréat de la médaille Fields en 2010. Il est élu député, donc là c'est la deuxième partie finalement, dans la 5e circonscription de l'Essonne lors des élections législatives de 2017, sous l'étiquette de La République En Marche. En 2020, il est candidat pour les élections municipales de Paris, mais la commission d'investiture de son parti désigne Benjamin Griveaux. Exclu en janvier 2020 de La République En Marche, il quitte le groupe La République En Marche de l'Assemblée nationale en mai de la même année pour rejoindre le nouveau groupe Écologie Démocratie Solidaire. Écologie Démocratie Solidarité, EDS, oui tout à fait. Qui, pour résumer, est le groupe écolo de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il n'existe plus en tant que groupe parlementaire parce qu'on est passé en dessous du seuil fatidique de 15 députés pour constituer un groupe. Mais on est resté 10 députés à travailler en collectif. C'est plus un groupe parlementaire, mais ça reste un collectif qui travaille ensemble. Là, on a fait la présentation Wikipédia. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire sur toi, peut-être de plus personnel ou autre, sur ton parcours 47 ans, père de 3 enfants, un ancien grand timide reconverti en grand social, avec la caractéristique peut-être des anciens timides que quand il y a un défi en cours, ils mettent un point d'honneur à ne pas reculer devant l'obstacle. Et quelqu'un qui a toujours eu on va dire, qui a toujours mis beaucoup de cœur dans les rapports avec les autres. Vu qu'on est dans l'émission Pisser sous la douche ne suffira pas, on a besoin ça aussi je te confirme, ça suffira pas. Voilà. Donc on pose la question à chaque invité. Cédric Villani, est-ce que toi tu pisses sous la douche pour lutter contre le changement climatique? Pour lutter contre le changement climatique, franchement, il y a plein de choses plus impactantes à faire. Et il n'y a pas longtemps, justement, je me souviens de ce twitto très engagé sur le climat qui s'appelle Bon Pote, que tu connais forcément. Et il avait mis ça aussi, pisser sur la douche ne suffira pas, en lien avec une étude de l'Institut Rousseau qui montrait que les grandes banques internationales avaient l'écrasante majorité de leurs actifs dépendant de l'économie des carburants fossiles. À la fin, c'est du pétrole, c'est du gaz et tout ça. Et disant, ben voilà... on peut faire ce qu'on veut à titre individuel. Ça ne dispense pas de ne pas avoir des actions individuelles. Mais tant qu'on ne résout pas de tels problèmes qui sont structurels et qui sont des problèmes de société, on n'ira pas bien loin. Alors c'est bien que tu viennes sur ce terrain-là parce que je vais avoir des questions sur ce sujet, précisément la détention des actifs pétroliers par les banques, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Je ne suis pas un expert en économie, mais je m'informe, je me tiens au courant, je suis ce que fait l'Institut Rousseau sur le sujet. Alors, les 6 cofondateurs de Time for the Planet, on a un truc en commun, c'est qu'on a pris notre claque climatique il y a à peu près 3 ans, avec l'émergence sur Internet des conférences, notamment de Jean-Marc Jancovici, mais pas seulement, oui. Qui a, je pense, amené beaucoup de gens à la prise de conscience. Ça nous a donné envie de bouger pour tenter un truc avec nos moyens. Est-ce que toi aussi, en fait, à un moment donné, tu as connu cette claque climatique est-ce qu'une claque du même type, peut-être sur un autre sujet, peut être à l'origine de ton entrée en politique? Ça a été plus... Allez, je vais faire une réponse en 2 temps. D'abord, sur la question climatique, je ne peux pas citer l'instant claque, mais je peux citer des conversations, des discussions qui m'ont bouleversé
en particulier quand j'avais à faire des exposés moi-même. Je me souviens par exemple d'un exposé que je devais faire pour une classe de primaire sur le thème de la météo et du changement climatique. J'avais été invité à cette espèce de conférence en ligne, numérique, dans laquelle participaient plusieurs classes de primaire à la fois. Et pour préparer la conférence, j'ai fait appel à Valérie Masson-Delmotte, que je connaissais, pour discuter avec elle en amont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que je peux leur montrer qui soit de leur niveau et tout ça. Par exemple, une moyenne de nombres, ils savent faire, etc. Et on avait travaillé. Et ce qu'on doit exposer soi-même, on l'intériorise beaucoup plus que ce qu'on nous dit. Et en préparant l'exposé, je me souviens d'avoir été pris de vertige en me disant voilà, c'est incroyable, on a ces boucles de rétroaction positives, c'est plus la banquise fond, plus les paramètres sont favorables au réchauffement, plus ça fait fondre la banquise, etc. Bref, des boucles de rétroaction positives qui sont inquiétantes. Quand on regarde sur le siècle dernier les évolutions de température moyenne, on voit, à moins d'être la plus parfaite mauvaise foi, qu'il y a une accélération de la montée sur les quelques dernières années. Quand on regarde, ça c'est une des spécialités de Valérie Masson-Delmotte, le paléoclimat, hein, la teneur en CO2 dans l'atmosphère, telle qu'elle est prisonnière dans les micro-bulles des glaces antarctiques. On voit que ça s'affole sur les quelques dernières années à un niveau qui n'a jamais été atteint depuis 800 000 ans. Donc là, c'est la vraie claque. Je veux dire, le préparer et en même temps trouver les mots, c'était pour des gamins, tels qu'il ne fallait pas que ce soit que ça génère de l'angoisse. Il fallait en même temps faire prendre conscience de quelque chose de grave, mais en même temps, c'était un appel à l'action. On est dans un monde ultra spécialisé, mais dans lequel il y a des spécialités qui maintenant deviennent cruciales pour la continuité de notre espèce, hein, parce que c'est de ça dont on est en train de parler. Donc l'aspect anthropique du changement climatique, le fait que ce soit causé par l'être humain. Anthropique au sens où c'est l'être humain, voilà. C'est l'être humain, ça maintenant c'est un fait scientifique acté. Maintenant c'est un fait scientifique acté, il y a encore une petite proportion de personnes qui ne sont pas d'accord, ce qui est assez sain, hein, je dirais. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui porte l'opinion contradictoire, ne serait-ce que pour se forcer à affiner ses arguments. Mais l'écrasante majorité des experts pensent que c'est un phénomène qui est quasi uniquement dû à l'action humaine. Et de toute façon, en prenant du recul, je ne peux pas croire que ce soit une coïncidence que sur 800 000 ans, le réchauffement climatique, il arrive pile au moment à plus ou moins un siècle de la révolution industrielle. Alors qu'il y a des mécanismes qui l'expliquent, on ne pourra pas croire que c'est juste une coïncidence. Oui, puis il y a des preuves qui sont relatives aussi au fait que l'endroit le plus chaud, c'est le dessous de l'atmosphère et pas le dessus. Alors, je l'exprime probablement pas très bien d'un point de vue scientifique, mais si ça venait du soleil, en tout cas, ce serait le dessus qui serait plus chaud, et en l'occurrence, c'est pas ce qui se passe. Donc il y a une certitude réelle scientifique là-dessus, mais tout comme il y a une certitude quand même réelle sur le fait que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil, ou que la Terre n'est pas plate et ronde. Mais comment est-ce qu'on... Je ne le mettrai pas sur le même niveau, parce que la Terre est ronde, c'est une observation qui a 2000 ans. Hein. Les Grecs anciens savaient déjà ça, et ils avaient mesuré le diamètre de la Terre. Alors après, la Terre tourne autour du Soleil, c'est plus récent, certes, c'est le système copernicien. C'est une question de point de vue aussi, mais disons c'est ce qui permet d'écrire les mouvements avec la plus grande économie, donc c'est le seul point de vue qui fasse sens. Je ne mettrai pas ça sur le même plan que ces notions de réchauffement climatique anthropique qui sont des faits avérés, mais vus de seulement quelques années. Donc, comment est-ce qu'on est capable de maintenir la démocratie lorsque justement il y a un écart entre les faits scientifiques et la compréhension que la population peut avoir de ces faits scientifiques, voire même la contestation que la population peut avoir de ces faits scientifiques? Comment on gère ça? Alors, avec une bonne articulation du scientifique vers le politique, et c'est là qu'on est sur cette question, cette articulation scientifico-politique, une bonne articulation qui doit être à la fois du point de vue de la culture qui diffuse et du point de vue institutionnel. Et si la démocratie est bien faite, si les institutions sont bien faites,
on a là quelque chose qui fonctionne, même si les parlementaires ne sont pas spécialement scientifiques ou spécialement avec une attitude spécialement pointue. Ça doit fonctionner de toute façon, si les trucs sont bien faits. Je m'explique. Et on va y revenir, je pense, ensuite, mais ici, au Parlement, je préside une structure qui s'appelle l'OPEX, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 18 députés, 18 sénateurs, bicaméral, comme on dit, les deux chambres du Parlement, et dont la mission, c'est d'expertiser les grands sujets scientifiques dont le politique doit s'emparer. On fait ça avec du soutien de scientifiques, on a un conseil scientifique, on auditionne des experts, on a, ça c'est une innovation de Monfette, on a maintenant des scientifiques à demeure, en permanence, installés dans l'OPEX. On a 4 qui, par exemple, on a une spécialiste de physique qui aide à faire la veille scientifique, à établir les auditions, à repérer les bons experts et tout ça. Et puis on fait les rapports. Les rapports, ils sont signés par les politiques, mais avec la caution scientifique. On a fait un rapport, par exemple, tout récemment, sur la recherche polaire. On organise une grande audition, on écoute climatologues, spécialistes de biodiversité, spécialistes des glaces dans l'Antarctique, spécialistes des circulations océaniques, etc. Et puis aussi, on écoutait le préfet des terres australes, l'ambassadeur des pôles, etc. Donc après, alors ça nous a pris peut-être 4 heures d'audition, on a fait une synthèse, on a fait un rapport qu'on a diffusé auprès de nos collègues. Les collègues, après, ils peuvent s'appuyer sur notre rapport sans avoir besoin eux-mêmes de réaliser des auditions de scientifiques, de les rencontrer, etc. Et on travaille comme ça sur plein de sujets. On a fait un rapport sur les phages, qui sont les virus des bactéries, qui pourraient prendre le relais des antibiotiques un jour, au moins dans beaucoup d'infections en présence de bactéries résistantes aux antibiotiques. On a fait une audition sur le Covid long, une audition sur les moyens thérapeutiques pour lutter contre le Covid. Est-ce qu'ils sont lus, ces rapports? Comment tu t'assures qu'ils sont lus? Très franchement, ils ne sont pas assez lus. Ok. Le rapport du GIEC comprend je pense que ça doit être 5 à 10 pages pour les décideurs. Ça s'appelle comme ça. Ils font ça très bien. Est-ce que l'ensemble de l'Assemblée nationale a lu ce rapport? Non. Seulement les quelques députés très engagés sur le climat ont lu cette version de 5 pages pour décideurs, bien sûr. Mais ici, on a un vrai sujet qui est profiter du soutien institutionnel. L'OPEX, cet organisme que je préside, il a été créé dans les années 80 sur le sujet nucléaire. Parce que les parlementaires qui devaient prendre des décisions là-dessus se sont bien rendus compte qu'il y avait une expertise qu'ils avaient besoin d'instruire et qu'ils avaient besoin de consulter davantage. Et donc, ils ont créé la loi qui crée l'OPEX, elle est très bien fichue. Et l'OPEX est là pour ça. En se gardant bien de prendre des décisions, mais en faisant seulement des recommandations, ou parfois juste évaluer des choix. Genre, vous pouvez faire ceci ou cela. Attention, les conséquences dans un cas, les conséquences dans l'autre cas. Quand il y a de l'incertitude scientifique, on le dit, il y a un débat scientifique qui reste là-dessus. Quand il y a un débat économique qui reste, on dit voilà, il reste un débat là-dessus. Et on passe la balle aux partis politiques pour qu'ils puissent se faire leur propre opinion. Ça, c'est l'idéal. En pratique, non, les rapports ne sont pas assez lus. Et puis, de toute façon, le parlementaire passe tellement de temps à naviguer dans un emploi du temps tortueux et ingérable qu'il se fait vite dépasser. Il n'y a pas le temps de lire. Des fois, il doit être à 3 endroits différents en même temps. Il rentre dans sa circo le jeudi soir, il revient au Parlement le mardi matin. Donc, tu vois, il passe 3 jours par semaine comme un fou à voter, discuter des amendements jusqu'à minuit ou 1h du matin. C'est pas des conditions. Souvent, on reproche aux politiques de ne pas être sur le terrain. Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas se dire chaque minute qu'un député ou une députée passe à serrer des paluches sur l'association du coin qu'il a invité et qui sont des électeurs, c'est pas justement un temps très mal utilisé alors qu'il faudrait par exemple qu'ils lisent le rapport du GIEC il y a un équilibre à trouver absolument. Et ça a été aussi une de mes petites révolutions personnelles.
au moment du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, et au sortir d'une campagne municipale qui a été une grande lessiveuse, je me suis dit, mais bon sang, là je sors d'un tunnel où j'ai passé tout mon temps à rencontrer les gens, discuter, écouter, etc. etc. Ok, mais j'ai pas fait le job de lire suffisamment d'articles, de bouquins et tout ça. Alors depuis, j'ai mis un point d'honneur à rattraper le temps perdu et à lire énormément sur les sujets politiques dans lesquels je suis très engagé. Par exemple, sur la cause animale, j'ai dû lire ça d'épaisseur de bouquins. Des bouquins qui parlent de l'animal d'un point de vue biologique, des bouquins qui parlent de biodiversité, des bouquins qui parlent de pesticides et de leur influence, des bouquins qui parlent du cirque, des bouquins qui parlent de l'élevage, etc. etc. Bon. Et je pense que c'est fondamental. Les gens dans la tech le savent bien. Hein. On dit que Bill Gates et les autres, pendant toute leur vie, se sont ménagés 1 heure par jour pour lire, pour leur développement personnel, lire des bouquins qui parlent de société, qui parlent des grands enjeux. Et je pense que c'est fondamental, ce genre de choses. Et le rythme de la vie parlementaire française rend très difficile de concilier ça. Les parlementaires qui passent énormément de temps sur le terrain d'habitude. Le procès qu'on leur fait de ne pas être assez sur le terrain, c'est un faux procès. Et ils sont là souvent dans des cérémonies le week-end, à rencontrer toutes les associations imaginables, ils tiennent permanence. Je serais beaucoup plus... Enfin, je suis partisan d'un système déjà d'organisation générale de l'emploi du temps différente, comme en Allemagne. En Allemagne, c'est 1 semaine à Berlin, 1 semaine en circo. Nous, ici, quand il y a un texte qui est programmé dans 1 semaine, tu ne peux pas savoir à 48 heures près quand va passer l'article sur lequel tu as travaillé. À 48 heures près, hein. Et ça arrive des fois, ton assistant t'appelle en te disant est-ce que tu peux être à l'Assemblée dans 1 demi-heure, il va y avoir le débat. Et des fois, tu dis non, tant pis, je peux pas. Des fois, tu annules ton rendez-vous, tu passes pour un idiot auprès de la personne avec qui tu avais rendez-vous, etc. Non, c'est vraiment une grande confusion et c'est dommageable au développement et tout ça. En fait, tu es rentré vraiment d'un coup, parce que finalement, même si tu avais commencé un peu à t'intéresser à la politique avant, le moment où vraiment ça démarre, c'est avec l'élection législative. Oui, c'est le moment où c'est le grand bain. Et puis, ce que j'ai vu, c'était très impressionnant. De 2010 à 2017, je faisais mes prises de position, mon numéro sur l'Europe, un peu partout. Et ça n'a jamais passé le mur du son. De temps en temps, j'écrivais une tribune. Dans les cercles politiques, on savait, certains savaient que j'étais engagé. C'est comme ça que j'avais rencontré Emmanuel Macron, d'ailleurs, dès 2013, pour la préparation d'un colloque sur l'avenir de l'Europe. Bon. Du jour où je me suis lancé dans une élection nationale, il y avait des micros, des caméras qui me suivaient, des demandes d'interviews sans arrêt. Et j'ai pu le vivre, mais ça fait partie des grands problèmes européens. Les questions politiques européennes ne sont pas du tout au bon niveau de médiatisation quand on les compare aux questions nationales. On devrait parler d'Europe quasiment tous les jours. D'ailleurs, le gouvernement, qui a été élu sous une étiquette très pro-européenne, et c'est bien parce que le candidat Macron axait sa campagne sur l'Europe que j'ai soutenu, le gouvernement devrait en parler beaucoup plus. Si on se met à parler de je sais pas moi, de la politique vis-à-vis de la Chine, ou si on se met à parler des réfugiés en Syrie, des personnes qui sont dans les camps en Syrie, ou si on se met à parler de questions de tech, de l'économie et tout ça, ou si on se met à parler du climat, il faut bien comprendre combien l'échelon européen est capital. Justement, donc là, ce que tu dis, en fait, c'est que ce qui t'a séduit au départ avec Emmanuel Macron, c'était l'aspect Europe. Europe, déplacement des clivages. J'ai jamais voulu me positionner gauche ou droite. Et puis la société civile. Et l'idée société civile qui vient avec le parlementaire. On reviendra sur le clivage gauche-droite, mais avant ça, il y a je ne sais pas si tu avais vu passer ça, Édouard Philippe, il y a quelques années, quand il était encore Premier ministre. Il disait, je te cite, hein, si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Je trouve que cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent le penser. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une société humaine n'arrive pas au point où elle serait condamnée à s'effondrer? C'est une question compliquée. Et il fait référence à un livre
qui est le fondement de la collapsologie, l'étude de l'effondrement, sur lesquels... le livre de Jared Diamond, oui. Exactement. Oui, j'ai lu, très impressionnant. Et donc, ce livre, c'est vraiment le livre de chevet d'Édouard Philippe à ce moment-là. Comment est-ce que tu expliques qu'on a ce cœur du pouvoir qui est extrêmement conscient des risques? Alors, il y a les risques climatiques, c'est pas les seuls, mais en tout cas, c'est un peu central là-dedans. Et qu'à la fin, on se retrouve à avoir un gouvernement qui est quand même attaqué pour inaction climatique, etc. Donc, quel que soit le curseur qu'on veut mettre, qui en tout cas n'est pas rentré dans une démarche radicale vis-à-vis de l'environnement. C'est bien pour ça que j'ai pris mes distances avec l'action gouvernementale. D'accord. Et aujourd'hui, quand on regarde rétrospectivement, la promesse initiale du mouvement, c'était « on va faire la révolution ». Je te rappelle que c'était le titre de l'ouvrage du candidat Macron. Et vraiment attaquer les grands problèmes de société, la révolution écologique, la révolution numérique, etc. Et sur les questions environnementales, le compte n'y est pas. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que on a eu 2 actes politiques forts en la matière, qui étaient la nomination du Haut Conseil pour le climat et la constitution de la Convention citoyenne pour le climat, 2 actes politiques très forts. Tous les deux, les experts d'un côté, les citoyens de l'autre, très dynamiques, poussant à mort pour que ce soit très actif sur le climat. Les citoyens, ils se sont pris une claque. Tu parlais tout à l'heure de la claque. Les citoyens, ils se la sont prises en écoutant Valérie Masson-Delmotte, en écoutant les experts climatiques, en disant mais finalement, on n'avait pas conscience, mais on a un réchauffement climatique inéluctable, on a une situation extrêmement grave, le genre de choses que raconte Jean Covici sur peut-être le milliard d'humains aujourd'hui vivant dans des zones qui, dans 30 ans, 40 ans, seront inhabitables. Et ou peut-être un peu plus que ça, mais soit 40 ou 60 ans, c'est le même type de constat. Donc eux, ils sont allés très fort. Et cette Convention citoyenne pour le climat, émanant des citoyens, émanant du tirage au sort, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, très très fort. Et là, au moment où il s'agit de transformer l'essai, de passer à la traduction parlementaire, paf, tout s'écroule. Alors qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là? Comment c'est possible qu'un Premier ministre puisse avoir cette conscience-là et que derrière, ça ne se traduise pas par les faits? Comment est-ce qu'on met en place une convention citoyenne et finalement on n'arrive pas à aller au bout? Il y a une sorte de schizophrénie du système et puis le gouvernement se dit oui, il faut agir très vite et puis il reste comme tétanisé par l'ampleur du changement. Ah oui, mais il y a tous les emplois dans la publicité qui sont chamboulés si on interdit les publicités pour les voitures polluantes. Ah oui, mais il y a toute l'industrie du plastique qui est chamboulée si on interdit trop rapidement les plastiques à usage unique et ceci, cela. Ah oui, mais attention, là, sur l'énergie, si on chamboule tout, ça va être un problème. Sur les avions, ça va être la crise dans le secteur de l'aviation si on régule trop, etc. Et donc, se retrouve comme paralysé devant la somme de tous les intérêts particuliers qui disent non, pas ça, attention, touchez pas trop. Et on se retrouve à faire un changement progressif qui n'est pas à la hauteur. Si on s'était pris il y a 40 ans, peut-être qu'on aurait pu faire le changement progressif. Mais depuis 40 ans, sur les gaz à émissions à effet de serre, sur les pratiques polluantes, les pratiques qui vont à déséquilibrer le climat, on est allé de mal en pis. Et donc, on n'a plus de choix que de le faire de façon radicale. Quand on a parlé avec Nicolas Hulot il y a quelques mois, il nous disait aussi que quand j'étais ministre, on me disait quasiment tout le temps « Ah ouais, mais on a toujours fait comme ça. » Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu repères, ce blocage-là, de l'habitude Oui, alors je pense que les pressions qui s'exercent sur un ministre sont supérieures aux pressions qui s'exercent sur un parlementaire. Parlement, on le sait cependant, à 5e République est dominé psychologiquement par le gouvernement. Et c'était encore plus le cas peut-être avec des députés qui, pour beaucoup d'entre eux, manquaient d'expérience parlementaire. Il faut du temps pour s'en extraire. C'est très dur à imaginer ces rapports de domination psychologique si on n'est pas dans la place.
on est très surpris. On se dit, député, c'est un homme ou une femme libre. Non, dans bien des cas, tenu par la peur, que va dire le gouvernement? Je vais me faire rappeler à l'ordre, je vais me faire gronder, on va m'empêcher de me faire élire, etc. etc. C'est un vrai acte de la part des parlementaires d'affirmer leur liberté. Alors, et il y a eu, pour le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, où on était constitué presque entièrement de déçus du groupe La République En Marche. C'était toute une affaire. D'ailleurs, quand on est sorti, on était beaucoup moins que ce qui était prévu au départ. Il y en a beaucoup qui, au fur et à mesure qu'on s'approchait du passage à l'acte de la création du groupe, ont laissé tomber. Ont quitté le navire, se sont pas sentis suffisamment les tripes pour le faire. Et c'est comme ça qu'on est sorti à pas assez de députés. Est-ce que le gouvernement gouverne réellement? Je m'explique, on a vu la Belgique qui a pu passer, je crois que c'était plus d'1 an sans gouvernement. Est-ce que nous, un gouvernement technocrate, comme on disait. Voilà. Et si gouvernement nous, pas politique. on retirait le gouvernement pendant 1 an, qu'est-ce qui se passerait? Ça continuerait sur son air, sur son élan, tranquillement, je dirais. Quel est le rôle sans qu'il y ait de grandes réformes? Le rôle du gouvernement, c'est de lancer des impulsions politiques que l'administratif ne ferait pas spontanément. Donc justement, sur le climat, le rôle du gouvernement, c'est de dire on met le paquet sur la transition climatique. Bien plus que ce que nous disent les différentes représentants d'intérêt, que ce que nous disent le secteur de la publicité, etc. etc. Ou alors, sur les questions européennes, le rôle du gouvernement, c'est de dire on va mettre le paquet sur l'échelon européen, etc. Est-ce que c'est réellement juste une question de volonté, de courage ou de choses comme ça, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être des blocages structurels, ce qu'aux États-Unis on appelle l'État profond, le fait qu'il y a des administrations qui peut-être ont plus de pouvoir que les politiques, est-ce que c'est les administrations ont un très grand pouvoir. Elles font des décrets qui des fois viennent amoindrir le poids des lois, ou des fois les surinterprètent ou les interprètent à contresens, ça arrive ça. Mais aussi l'administration a le pouvoir de bloquer, de juste faire barrage. Des exemples un ancien ministre de l'économie m'a dit un jour, je suis arrivé à Bercy, je voulais tout changer, j'ai rassemblé toute l'administration pour leur dire voilà ce qu'on va faire et tout, un nouveau temps, etc. Et dès les premières secondes de mon discours, c'est lui qui me dit ça, dès les premières secondes de mon discours, dans le regard de ceux qui étaient installés au premier rang, j'ai compris que rien n'allait changer. Ils étaient genre, là, à cause toujours, on a vu d'autres, des ministres arriver pour tout chambouler, on sait les mater. C'était un ressenti c'est le ressenti de cet ancien ministre. Et est-ce qu'il y a des choses plus factuelles peut-être que tu as pu observer Des fois, quand un ministre te dit, discussion avec un ministre, tu lui dis, là, j'ai tel amendement que je porte, c'est très important, j'ai été très attentif à garder autant que possible des bonnes relations avec les ministres, même après avoir quitté le groupe parlementaire. Elle dit, écoute, on pourrait faire ça. Et la réponse que je reçois, c'est « Ah, attends, je vais voir ce qu'ils m'ont écrit. Je vais voir ce qu'ils m'ont écrit là-dessus. » Genre, c'est pas le ministre qui décide, il reçoit les notes qui viennent de quelque part, d'un conseiller à Matignon ou je ne sais quoi, et qui lui donne la marche à suivre. Pas tous les ministres fonctionnent comme ça, mais il y en a qui fonctionnent comme ça. Dans ces conditions-là, donc ce qu'on a vu, donc on a les limites existantes, donc, ou de l'action vraiment du politique. On a parlé aussi des rapports scientifiques. Alors, qui sont il y a quelque chose de fondamental. D'abord, les experts sont là pour aider. Il faut trouver le bon cadre par lequel les experts peuvent aider. Dans les années 1660, c'était la raison d'être de la création de l'Académie des sciences. Elle était là pour conseiller le roi, les ministres, sur des affaires scientifiques. Et à l'époque, il suffisait d'une poignée de scientifiques pour être de bons conseils. Aujourd'hui, ce sont des centaines d'académiciens, mais sont aussi bien d'autres institutions, certaines qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, mais qui sont censées capter toute l'expertise des scientifiques, l'organiser en débat et refiler la balle aux politiques. Mais il y a aussi les citoyens. En démocratie, rien ne se passe si les citoyens ne sont pas convaincus. Pourquoi ? Parce que le politique, pour se faire réélire, va aller dans le sens des citoyens ou mettre sur la table les sujets qui importent aux citoyens. Si les citoyens ne sont pas convaincus qu'il y a une révolution écologique à faire,
le politique en pratique ne va pas risquer de s'aventurer là-dessus de façon trop brutale. Oui, il va commencer, il va essayer, il va voir qu'il est contesté, il va voir et ça va pas le motiver pour ça. Bon. Donc en démocratie, c'est très important cette conscience des citoyens. Et c'est là que la Convention citoyenne était quelque chose de fort. Parce que c'était une émanation de la société, ces citoyens. Ils étaient tirés au sort. A priori, pas plus climato-révolutionnaires que d'autres. Il y avait des gens climato-sceptiques dedans, au départ. Et puis, ils ont discuté, ils ont pris leur claque, ils ont agi, ils ont modifié leur position. Ils ont écrit un rapport qui est un très fort rapport technique, mais aussi politique, avec une phrase que j'ai retenue et que j'ai citée, qui est « Ouvrons les yeux et bougeons-nous ». Qui est une phrase très forte du genre c'est là dans la tête qu'il faut qu'on se fasse notre changement et qu'on écoute vraiment ce qui se passe et qu'on agisse vraiment. Et ça aurait dû être considéré comme la voie de la société. Alors après, évidemment, tu as des lobbies qui sont bien organisés. Dans certains journaux, ils se sont pris les tribunes. « Ah, ces citoyens !» D'où viennent-ils? On ne les connaît pas, ce sont des Khmers verts, ils nous font plein de propositions irréalistes, c'est incroyable, etc. On prend une des quelques mesures avec lesquelles je trouvais que le gouvernement était suffisamment énergique, c'est la mise en place des ZFE, les zones à faible émission, sur des grandes agglomérations, etc. Et là, en avant, il n'y a pas longtemps, tu te reçois encore un article dans un grand quotidien. Mais les citoyens ne se rendent pas compte de ce qui se trame contre eux avec les ZFE, quelque chose qui va encore venir frapper les plus démunis, tout ça pour l'idéologie. C'est pas vrai. La pollution, ça tue. Il y a des aides pour changer sa voiture d'une voiture à essence en une voiture électrique. Le gouvernement a mis en place des systèmes pour que ça puisse se faire. Mais toujours, tu as de la désinformation de tous ceux qui veulent que rien ne change. Et là, je reprends une formule que m'a apprise Pascal Durand, expert pour te dire, oui, il faut changer, mais pas ici, pas maintenant, pas comme ça. Pas ici, parce que si on change, nous, seulement la France, alors les autres ne vont pas changer, on aura un désavantage compétitif. Pas maintenant, parce qu'il faut y aller en douceur, il y a d'abord tel problème à régler, d'abord tel autre, on trouve toujours des sujets qui te donnent bonne conscience pour pas le faire. Pas comme ça, ils ont toujours dit non, mais ça va être trop violent, c'est pas possible, il faut y aller en douceur, etc. Mais non, grand message du GIEC, c'est qu'on n'a plus le temps. Alors à part ça, prends le domaine de l'aviation, c'est particulièrement caricatural. La Convention, elle dit, allez, c'est à la fois une mesure de bon sens et une mesure emblématique et une mesure qui a un impact. On va supprimer les lignes intérieures quand il y a une alternative en train de moins de 4 heures. Ok, bon, raisonnable. En plus, le temps d'aller à l'aéroport, de t'enregistrer, de sortir, tout ça, souvent les 4 heures, je dirais 3 heures, c'est un peu le minimum que ça te prend l'ensemble. Bon. Ça arrive au Parlement, ça arrive à l'Assemblée nationale. Ah non, mais 4 heures, c'est trop, ça va déstabiliser. Oh là 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 là, attention, plus en prudence, paf, 2h30. Bon, ça concernait que 4 vols, 4 lignes intérieures. Bon, après ça part au Sénat. Et là, le Sénat, ah non, mais c'est encore trop violent, il faut tenir compte des correspondances, etc. On va rajouter tel critère, tel critère. Version qui revient du Sénat, ça concerne un vol. Ça va supprimer un vol, je sais plus, c'est Orly-Bordeaux, je crois, et ça changera rien pour tout le reste. Non mais tu vois, ça, les citoyens, excuse-moi, ils ont l'impression qu'on se fout de leur gueule quand ils voient ça. On a bossé, on a changé nos habitudes, on a fait tout ce travail-là, et on voit le gouvernement, la vie parlementaire, en l'occurrence c'est le Sénat là qui est sur la position la plus minimaliste, ils sont d'accord pour changer à condition que rien ne change. Et tout à l'heure, tu disais, je refuse de me positionner plus droite, plus gauche. L'écologie... Est-ce que justement il y a quand même une teinture forcée entre guillemets, on peut considérer que la gauche c'est plutôt l'interventionnisme de l'État, le fait que l'État vienne investir, ou en tout cas intervenir financièrement mais aussi par la régulation fortement. La droite c'est plutôt laisser l'individu le responsabiliser et faire en sorte que ce soit lui qui soit à l'origine des changements. Il y a aussi après d'autres aspects sur la droite peut-être plus traditionnellement attachée aussi à la nation, etc. Toi, comment tu démêles tout ça? Comment tu arrives à te positionner par rapport à ces héritages idéologiques qu'on a tous? Oui. Alors attention, quand tu dis la gauche et l'interventionnisme, attention.
Côté communiste, oui. Côté socialiste, oui. Côté anarchiste, non. Et c'était la grande dispute de toujours entre les communistes et les anarchistes, une dispute irréconciliable, encore aujourd'hui. Dans bien des endroits, entre groupes communistes et groupes écologistes, les choses se passent extrêmement mal parce que c'est des visions de l'État très différentes et qu'il y a eu une influence importante de l'anarchisme dans l'écologie. Je dis ça sans aucune nuance péjorative. Au contraire, j'ai la plus grande admiration pour les penseurs anarchistes, mouvement qui est extrêmement sous-estimé ou réduit seulement à son expression violente, alors que c'est beaucoup, beaucoup plus riche que cela. Et sur la question d'interventionnisme étatique, le débat est loin d'être complètement cristal clair. D'ailleurs, l'Institut Rousseau se positionne sur des sujets écologistes avec une attitude très interventionniste, ça c'est certain, mais qui correspond pas à un positionnement écologiste majoritaire, disons. Bon. Sur les questions environnementales, je pense qu'il faut être radical. Radical et accepter qu'il y a forcément un bouleversement de l'économie qui est à venir, dans lequel il va falloir se désintoxiquer de la croissance telle qu'elle est aujourd'hui, parce que la croissance infinie dans un monde fini, ça n'est pas possible. Admettre l'existence des limites planétaires, ce qui est un problème grave par rapport aux matrices de gauche comme de droite qui sont construites sur une idée de ressources indéfinies, de ressources illimitées, et qu'il y a un grand chamboulement qu'il faut faire. Donc, je serais plutôt radical, révolutionnaire sur ces questions environnementales. On est face au mur, hein. C'est la biodiversité qui s'effondre, c'est les déchets qui explosent, c'est les ressources, les matières premières qui s'effondrent, c'est le climat qui se dérègle. On ne peut pas le faire avec juste des adaptations et des petits changements. Et maintenant, ça vient forcément avec un fort accent sur la démocratie et un fort accent sur la solidarité, parce qu'une telle révolution sont forcément des choix qui viennent, des choix de société. Si le choix de société se fait sans démocratie, il va dans le mur. Si les citoyens ne sont pas associés, c'est ce que je disais tout à l'heure, et avaient besoin que les citoyens aient cette conscience. Et il se fait forcément avec une solidarité. Si les citoyens estiment qu'il y a une injustice, ouais, c'est le grand changement, mais c'est toujours au même qu'on demande de payer, etc., ben on se retrouve avec des gilets jaunes, on se retrouve avec une contestation légitime. C'est pour ça que la Convention citoyenne pour le climat, d'ailleurs, n'a pas voulu progresser sur la question de la taxe carbone. Pas dans l'état actuel. Bon. Donc, écologie, démocratie, solidarité sont trois valeurs qui vont ensemble, qu'on ne peut pas dissocier. Maintenant, je pense que ces valeurs-là, elles doivent avoir leur existence, indépendamment du clivage droite-gauche, exister en tant que telles, à la façon des Verts allemands, qui parfois font alliance avec la gauche, parfois font alliance avec la droite, et qu'il ne faut surtout pas négliger les questions de développement économique. Je n'ai pas dit de croissance, mais développement économique, qui peut être avec une économie du lien social, avec une économie de l'innovation, avec une économie numérique bien sentie, sobre, mais un développement économique. Et qui, de ce point de vue-là, peut, selon les sujets, parler à la gauche historiquement ou parler à la droite historiquement. Alors maintenant, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que quand on regarde le pourcentage de politiques qui font confiance à la science, par exemple sur les questions climatiques, on a les statistiques, on a les sondages, il est bien plus élevé à gauche qu'à droite. Ça, c'est un fait. Je ne sais plus quel est le décrochage est juste considérable. Maintenant, sur certains sujets vraiment écologistes, par exemple le sujet animaliste que j'ai reporté au Parlement, c'est pas vraiment un sujet de la gauche. C'est pas du tout un sujet de la droite. C'est quand on voit les statistiques, qui soutient le référendum d'initiative partagée, tout ça. C'est un sujet qui a été vraiment soutenu seulement par les groupes écologistes, la France insoumise, il faut le reconnaître, et certains députés centristes sur une base qui n'était pas une ligne programmatique, mais leur sensibilité personnelle. Pourquoi on parle de Khmer vert ?
C'est une façon de ridiculiser l'adversaire. Et ça va être important pour les écolos, dans les mois, dans les années qui viennent, de bien comprendre quelle est la bonne réponse au front qu'ils peuvent avoir, qui peut être contre eux. Tu prends la polémique qu'a prise Grégory Doucet sur les repas végétariens. Il était complètement dans son droit, Grégory Doucet. C'est important pour l'humanité d'aller vers des régimes plus végétaux. C'est pour ce genre de questions que j'ai fait ma mue moi-même et que je suis devenu végétarien. Mais le minimum, c'est, si tu as une sensibilité écolo, le minimum, c'est un repas végétarien sur 2, disons. Bon. Donc il était parfaitement dans son bon droit, en plus pour des questions logistiques et tout ça, Grégory Doucet. Et il s'est pris un front. Des attaques de la gauche, des attaques de la droite, des attaques du gouvernement. Et il a tenu bon. Et il n'a pas répliqué de façon politicarde. Et il y a des lignes à tenir. Et il faut bien comprendre, sur un sujet comme ça, qui peut protester? Peut-être qu'il y a un syndicat d'éleveurs qui va protester et un parti qui va embrayer le pas parce que c'est plus facile de dire il faut soutenir nos éleveurs et donc de la viande à tous les repas, pour le politique qui veut garder son lien, des liens privilégiés avec le syndicat, que de dire ok, et ça c'est mon discours, écoutez, c'est une obligation pour nous que d'aller vers plus de végétarisme. Et donc, il faut le faire, un chamboulement de nos habitudes, mais un chamboulement aussi des chaînes économiques. Mais vous savez quoi? Les éleveurs, les agriculteurs, en ce moment, ils se font avoir. Ils reçoivent la portion congrue, ils ont des vies de plus en plus difficiles. Ils reçoivent une toute petite fraction de la valeur ajoutée. Souvent, ils doivent mettre la clé sous le paillasson, souvent, ils sont désespérés. De plus en plus, pour ceux qui font de l'élevage intensif, ils vont être sous le feu de la société, qui n'acceptent plus qu'il y ait des poulets qui passent leur vie sur une feuille A4, des cochons qui passent leur vie sans avoir le moindre courant d'air, sans voir la lumière. Bon, eh bien, c'est l'occasion. On chamboule tout et on fait en sorte que nos éleveurs, nos agriculteurs, on leur donne des billes pour faire leur conversion agroécologique et des billes pour les revaloriser. Qu'on mange moins de viande, qu'on la mange mieux, que nos éleveurs soient mieux rémunérés et on fait ce qu'il faut pour ça. Bon. C'est un discours qui a eu beaucoup de mal à se faire entendre et qui a été critiqué de toutes parts. Et là, les arguments, c'est « mais on a toujours fait comme ça, on a toujours mangé de la viande, on va continuer, et puis l'innovation nous permettra de continuer à produire, etc. etc. » Quand ce n'était pas carrément malhonnête, du genre « nos jeunes ont besoin de manger de la viande pour grandir, les classes défavorisées n'ont pas les moyens de se payer de la viande, etc. » En pratique, ce sont les classes défavorisées qui consomment plus de viande que les classes favorisées aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas un souci dans le fait que notre économie actuelle est basée sur des pensées économiques qui datent du XVIIIe siècle majoritairement, et donc à une époque où par exemple on pouvait avoir un Jean-Baptiste Say, qui est quand même un économiste très important, qui disait les richesses naturelles elles sont inépuisables, car sans cela nous ne les obtiendrions pas gratuitement, ne pouvant être ni multipliées ni épuisées. Elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Donc ça veut dire qu'en fait, on considère déjà que ce sujet-là n'est pas dans les sciences économiques. Mais oui. Pour moi, cette notion des limites planétaires, c'est la plus grande révolution dans notre façon de voir le monde de ces dernières décennies. Et je suis partisan de ce qu'on l'inscrive dans la Constitution. Mais alors comment on fait? Parce que alors mes connaissances sur les auteurs économiques sont lointaines, mais je pense que par exemple Adam Smith a dû démarrer à partir d'Hegel sur la théorie de l'homme est un loup pour l'homme, pour aller expliquer que il y avait la concurrence, etc. Après, les auteurs marxistes, enfin Marx lui-même s'est positionné par rapport à toutes les théories économiques capitalistes qui avaient eu lieu avant. Donc finalement, chacun construit sur un édifice qui en fait s'est effondré depuis qu'on a constaté qu'en fait c'est justement il y avait cette limite là. Donc comment on fait? Il faut tout part à la poubelle, on réadapte. Je dirais par rapport à l'économie telle que je le perçois vu de loin, les 2-3 grands changements. Bon, d'abord, le besoin de réinventer une économie dans un monde fini. Et là, c'est bien plus compliqué que dans un monde de ressources infinies. Mais aussi la montée
des données du regard cognitif sur l'économie. Et il y a eu Dan Kahneman, le prix Nobel d'économie, sur toutes ces questions de biais cognitifs qui font que nous n'agissons pas de façon rationnelle. Nous sommes influencés. Ça, c'était un bouleversement dans l'économie. Le livre de Kahneman, je me suis pris une énorme claque pour le coup là-dessus. En voyant sujet après sujet à quel point nous sommes des êtres irrationnels. Et pourtant, tous les cours de microéconomie disent, voilà, agent rationnel, il cherche à optimiser son bien-être, etc., etc. C'est faux. C'est faux. Et tu ne peux pas aborder des questions, des enjeux de société si tu ne prends pas ça en compte. Bon. Donc, il y a un grand chambardement là-dedans. Et puis, je dirais un troisième grand chambardement, c'est la dématérialisation avec les données, avec les montages extraordinairement compliqués, la finance qui a pris une route ultra technique dans ces aspects trading de haute fréquence et tout ça. Une autre claque énorme que je me suis prise, c'est quand j'ai lu 6, l'ouvrage d'Alexandre Lemonnier avec sa suite qui s'appelle 5. Juste inouï, te dit mais comment les transactions financières peuvent être dans un tel état, une espèce de gigantesque jeu électronique dans laquelle ne sont plus des humains qui font les échanges, mais des algorithmes au fonctionnement obscur qui s'attaquent les uns les autres, où des fois il y a un milliard qui est volatilisé en une fraction de seconde sans qu'on comprenne pourquoi. Bon. Et quand je dis un milliard, des fois c'est des centaines, des milliers de milliards qui disparaissent temporairement, qui reviennent. C'est quelque chose de fascinant et d'inquiétant. J'ai des collègues spécialistes de physique statistique qui travaillent là-dessus, qui cherchent à établir les lois de ce monde et comprendre quelle loi physique, si je puis dire, on peut en tirer. Donc, il y a ces révolutions qui ont été qu'on peut pas oublier. Qu'on peut pas oublier. Alors, sont arrivés aussi des nouveaux sujets. Hein. Le grand ouvrage de Tirole, c'est l'économie du bien commun. On n'est pas dans un angle sur la compétition a priori, on est sur un angle de comment est-ce qu'on préserve, comment est-ce qu'on s'occupe de ces biens communs, quelles sont les solutions adaptées pour ça, et ainsi de suite. Et on est un peu dans une situation qui est, en économie, je dirais, comparable à celle de la physique, mais en pire. Hein. En physique, il y a toujours un grand divorce aujourd'hui entre la relativité générale qui s'applique aux très grandes échelles, la mécanique quantique qui s'applique aux très petites échelles, où on ne sait pas réconcilier les deux, donc on est soit dans un cas, soit dans un autre cas. En économie, maintenant, on a l'impression qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 théories, toutes se concentrant sur des aspects indispensables, mais pas de théorie unifiée. Est-ce que tu parlais de biais cognitifs, on n'a pas juste un problème à comprendre ce que c'est que l'exponentiel ? Quand on entend 1% de croissance ou 3% de croissance, on se dit oh, c'est ouais, on l'a vu avec le Covid, l'exponentiel, combien c'est traître. Hein, combien c'est traître. Comme on dit, quand ça commence à grimper, il est déjà trop tard pour réagir. Et on l'a vu douloureusement. Ouais. Bah, ça fait partie de la complication, mais aussi la façon que nous avons de surreprésenter l'importance de ce qui se passe maintenant près de chez nous. Par rapport à ce qui est de long terme, comment certains problèmes complètement mineurs, j'ai des collègues à l'Assemblée nationale qui sont plus motivés par l'écriture inclusive que par la guerre contre l'écriture inclusive que par la lutte contre le réchauffement climatique. À un moment, on te dit qu'est-ce qui se passe ? Comment on peut avoir une telle disproportion ? Mais évidemment, l'écriture inclusive, c'est quelque chose de culturel, ça représente... je devrais dire point médian d'ailleurs, parce que c'est plutôt ça qui est sous le feu des critiques. Ça va à l'encontre de ce qui est notre fondement culturel, lire, écrire, compter, etc. Donc c'est vécu par certains comme une attaque très cruelle. L'idée qu'on arrive à se détacher de ce qui est immédiat pour se concentrer sur le long terme, c'est pas du tout facile. Je me souviens, du moment, j'ai un souvenir très précis, une conférence TED. Je ne sais plus si c'était un TEDx ou un TED, mais en tout cas un orateur qui parlait d'environnement et tout, et qui a dit à un moment qui était les chocs en disant, pour ceux, on devait être juste après juste dans le feu de la grande crise économique, hein, au début du mandat de Sarkozy et tout ça, et donc la panique boursière, tout ce qu'on veut, et voilà, la crise des subprimes. Et l'orateur qui dit,
pour ceux qui croient que nous sommes dans une crise économique, rassurez-vous, ce n'est pas vrai. Nous sommes dans une crise écologique. Histoire de dire, ok les gars, vous avez l'impression que parce que la bourse s'effondre, c'est la crise mondiale. Je vous le dis, quand l'environnement sera déréglé, ce sera bien pire que tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui avec la crise. Il fallait une dose de provocation, mais il avait raison. Alors en ce moment, on commence à vivre, peut-être, je ne sais pas si c'est pour la première fois, mais en tout cas, on commence à vraiment le voir médiatiquement. C'est des phénomènes isolés qui représentent ce que les climatologues ont décrit de ce que sera la réalité d'un monde réchauffé. Donc une ville qui disparaît en l'espace d'une heure sous les flammes parce qu'elle a dépassé 50 degrés au Canada. On a en Irak des pannes gigantesques d'électricité parce qu'en fait les systèmes électriques ne fonctionnent plus à 52 degrés. Donc ça veut dire que cette fois-ci on n'est pas dans ça va arriver, on y est cette fois-ci, on est rentré dans ce monde-là. Est-ce que au Parlement ou ailleurs, le monde politique travaille sur les adaptations? Comment on fera quand ce sera notre ville, une ville française qui aura été rayée de la carte par le feu ou les inondations avec la montée des eaux? Il y a des plans qui sont préparés pour ça? Guerre. Mais c'est même... Au-delà de ce que tu dis, il y a le problème de l'exercice du pouvoir libre et cohérent. Il y a une association qui s'appelle la Fresque du Climat qui fait des séances de, comment on va appeler ça, prise de conscience. À partir d'une sorte de jeu, des cartes, de discussions interactives et tout ça, en une demi-heure ou une heure, ils s'occupent de faire prendre conscience à la personnalité avec qui ils discutent de combien les choses sont graves, imminentes. Ils jouent le rôle de la claque. Bon. Et ils ont approché un certain nombre de parlementaires. Ils ont fait ça. Et beaucoup de parlementaires se sont pris la claque. Mais même avec cette claque-là, ils sont restés timorés sur la mise en œuvre au niveau de la loi climat. Tellement tellement il y avait de freins psychologiques avec l'idée. Ça va être trop dur, les citoyens vont se faire laminer, ça va être la révolution, etc. Non, il faut dire oui, ça va être une révolution. Oui, on va accompagner les citoyens. Oui, il va y avoir du chamboulement, mais ça va se faire de façon démocratique, solidaire. C'est pas solidaire, évidemment. Si les moins aisés ont l'impression que c'est eux qui font tout l'effort et que les plus aisés continuent à mener la grande vie comme avant, ça ne peut pas marcher. Ça c'est pour le traitement du sujet sur le fond, mais même sur les conséquences qui commencent à arriver. Pour l'instant, il n'y a pas de plan cohérent de l'État pour traiter les conséquences. En tout cas, je ne l'ai pas vu. L'armée, EDF au niveau de la gestion des circuits, d'électricité. Alors, les différentes, au niveau du gouvernement, je ne l'ai pas vu. Au niveau des entreprises, bien sûr qu'il y a des plans qui se mettent en œuvre. Et je suis sûr que EDF réfléchit à ça et qu'est-ce qu'il va falloir revoir. Mais il faut croire en l'intelligence et l'expertise de l'entreprise, de la communauté, des corps intermédiaires. Je suis un farouche défenseur des corps intermédiaires et convaincu que les syndicats ont leur rôle à jouer, que les entreprises ont leur rôle à jouer, qu'il y a toute une communauté de cadres et de responsables qui doit travailler là-dessus et qui viendra, qui s'intégrera bien sûr dans l'action de l'État. L'État, c'est pas que le gouvernement. Donc chacun c'est plutôt la nation. Chacun gère un peu son sujet. Donc EDF par exemple gère l'aspect comment on adapte les installations au changement climatique probablement. Et il y a des risques un peu plus systémiques. Par exemple, on sait bien que le changement climatique n'est pas assurable. C'est-à-dire que les assurances et les surassurances ne peuvent pas faire face aux coûts réels que ça va représenter dans les années qui viennent. Et on sait que le système économique s'effondre totalement une fois qu'il n'y a plus d'assurance possible. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui a été discuté? Est-ce que c'est peut-être quelque chose que la Banque centrale a commencé à regarder? Ou est-ce que pour l'instant c'est pas encore vraiment à l'ordre du jour? Ici j'avoue que je ne suis pas suffisamment au courant de ce qu'il y a comme plan de résilience dans les entrailles de la Banque centrale européenne ou d'institutions européennes. Il est très clair
que le narratif global a changé, même dans le discours. Il y a encore quelques années, on disait des lois, des mesures pour limiter l'impact du réchauffement climatique. Maintenant, on rajoute « et pour s'adapter au réchauffement climatique ». C'est Jean Jouzel qui déclarait il y a quelques jours de toute façon, les 20 prochaines années sont écrites en matière de réchauffement climatique et ça sera de l'ordre de 1 degré, déjà, à l'échelle 2040 peut-être. Et après, c'est pour la suite qu'on joue et chaque fraction de degré, en plus, aura des impacts négatifs supplémentaires. Les signaux, on ne peut pas les appeler des signaux faibles parce que ce sont des signaux épars mais très violents, comme les incendies au Canada, comme les coupures d'électricité en Irak et tout ça, ils sont costauds. Personne ne peut les ignorer. Et on voit aussi que ça va s'inviter très très vite. De toute façon, globalement, quand on compare les prédictions du GIEC de ces dernières années avec ce qui se passe vraiment, on voit que ce qui se passe, c'est plutôt dans la variante pessimiste des prédictions du GIEC. Les glaces polaires fondent plus vite que ce qui était prévu. On est dans... je me souviens d'une discussion de nos invités sur Twitch, une climatologue qui allait en expédition dans l'Arctique, rejoindre une certaine base, et qui disait... on a des températures au-dessus de 0 à cet endroit-là où c'est juste impossible. On ne s'attendait pas du tout en y allant à ce qu'il soit aussi doux. Et elle, c'est une experte. Hein. Elle disait, je suis vraiment, vraiment bouleversé par ça. Toujours sur les aspects systémiques, tu parlais tout à l'heure des banques avec leurs actifs pétroliers. Ouais. Donc là, elles se situent, elles sont extrêmement conscientes en fait de la question du climat. Donc elles se situent dans un choix qui est un peu cornélien parce qu'en fait, soit ce pétrole, donc en gros, elles ont financé la construction des installations qui permettent d'extraire le pétrole qui reste là, enfin connu. Hein, donc on a passé à peu près le pic, donc il reste à peu près 50% vraiment en grosse masse du stock total. Ça c'est financé, de toute façon l'argent il a été sorti. Donc maintenant soit ce pétrole est vendu et donc à ce cas-là elle récupère l'argent, mais si ce pétrole est vendu et est brûlé, donc la situation climatique là elle est bien définitivement perdue. C'est-à-dire que là on est même plus sur plus 2 degrés, mais on est peut-être plus 3, plus 4, donc là on est sur une fin globale de la civilisation à court moyen terme. Soit ces banques du coup s'assoient sur cet argent, mais ça représente plus que leurs fonds propres. Et on parle de quasiment toutes les plus grosses banques qui sont too big to fail, dans le sens où si elles tombent, c'est une catastrophe qui est tellement importante que du coup ça impacte trop de monde, donc on ne peut pas les laisser mourir. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose sur lequel il n'y a pour l'instant pas trop de réflexion, ou est-ce qu'on a commencé à y réfléchir? Comment est-ce qu'on pouvait gérer ces aspects-là? La seule réflexion construite que j'ai vue passer, c'est l'Institut Rousseau, dans la lignée de Gaël Giraud, qui d'ailleurs est favorable autant que possible à un rachat des dettes par la Banque Centrale Européenne, avec l'idée que c'est la BCE comme emblème de quelque chose qui ne s'écroulera pas, qui peut encaisser les déficits, qui peut se porter garant de tout le système. Et il y a urgence, de toute façon, à désintoxiquer les grandes banques de cette dépendance aux fossiles. Si leurs finances dépendent du fossile, elles ne pourront pas scier la branche sur laquelle elles sont assises. Peut-être ça sera indirect, peut-être ça passera par différents ressorts, mais à la fin des fins, elles préserveront leur santé. Et on le comprend, une banque, c'est fait pour garantir ses fonds. Donc il faut dire, c'est un choix de société, et on va accompagner ces banques pour se désengager de là. Alors c'est un choix qui peut coûter, mais l'inaction coûtera encore plus sur le long terme. Et ce qu'il faut bien voir aussi, pour l'instant, dans les lois climat, dans les déclinaisons des stratégies du GIEC, on s'occupe de limiter notre consommation. Bon. À un moment, si on veut être cohérent, il faudra limiter la production aussi. Dire on cesse d'exploiter tel gisement, on cesse d'extraire, parce que tout ce qui est extrait va être brûlé un jour ou l'autre et se retrouvera dans l'atmosphère. Bon. C'est pas simple, hein.
Ça demande des bouleversements économiques considérables et c'est bien pour ça qu'il faut commencer par l'étape du bouleversement économique. Mais si on n'a pas aussi, après, ce volet de restriction de la production, on n'y arrivera juste pas. Et donc ces propositions de Gaël Giraud sur les rachats des actifs, est-ce que c'est quelque chose qui pas tellement devient... la cote ici en hémicycle, auprès des collègues parlementaires qui disent ça envoie un mauvais signal, le fait qu'on rachète les dettes et tout ça, mais oui, dans une situation exceptionnelle. Ça demande des mesures exceptionnelles, ça demande aussi d'être expliqué. Voilà, c'était un peu le sens de ma question. Il y a 10 ans, les critères de convergence semblaient être des horizons complètement indépassables. Aujourd'hui, avec le Covid, ils ont été explosés de très loin. Est-ce que du coup, le Covid a été un peu l'opportunité de se rendre compte qu'en fait, on pouvait franchir ces lignes-là qui semblaient indépassables? Est-ce que c'est sur ça que tu t'appuies pour te dire que c'est peut-être faisable? Oui, Covid nous a montré que face à une menace mortelle, brusque, le monde pouvait réagir vite. L'Europe a réagi vite, en tout cas bien plus vite que ce qui se faisait auparavant, bien plus vite qu'à l'époque de la crise des subprimes. Mais aussi l'Europe a réagi vite sur les questions du plan de relance, bien plus vite que ce qui se faisait avant, sur les questions vaccinales, etc., etc. Et puis les montants, les budgets ont d'un coup changé d'ordre de grandeur. Les budgets, plan de relance et Green Deal, quand on les additionne, ce sont des sommes versées au profit de l'écologie qui sont sans comparaison avec ce qu'on avait avant. Sont toujours insuffisantes. Hein. Il doit manquer un ordre de grandeur pour que ce soit vraiment efficace. Ou peut-être pas un ordre de grandeur, mais au moins un facteur 2, 3, 4. En tout cas, ceux qui ont bossé sur le sujet, les scientifiques nous le disent, là, c'est toujours insuffisant. Et puis une question d'efficacité qui se pose. Hein. Il n'y a pas longtemps, un rapport de la Cour des comptes notait que 100 milliards dépensés sur les 7 dernières années pour la PAC. Sur la PAC, il y avait 100 milliards qui étaient destinés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'agriculture, avec aucun effet notable, aucun effet mesuré. Bon. Donc là, on voit aussi que ce n'est pas le tout de mettre des milliards, il faut aussi qu'il y ait une notion d'accompagnement, d'efficacité, de mesure, éviter les effets d'aubaine, éviter les effets de contournement et tout ce que tu veux. Mais le bon côté des choses, c'est que il y a des sommes énormes qui sont débloquées en ce moment. On voit que c'est possible après tout. Alors, maintenant, il y a la question. C'est possible pour le Covid qui a mené des niveaux d'angoisse extraordinaires dans la population, à juste titre, quand on voit qu'il y a, 3-4 millions de morts à travers le monde, donc quelque chose de très très costaud, mais un péril immédiat. Le péril climatique, il est encore bien plus grand, mais à plus long terme. Il est étalé. C'est beaucoup plus difficile cognitivement de s'en emparer. Les États ont beaucoup moins la pression pour ça. Où ils se disent, je vais d'abord gérer les urgences, ensuite le climat. Explicitement ou implicitement. Bon. Et donc, ça doit être le but de notre action, pour quiconque se revendique de l'écologie, que de pousser pour un État qui agisse de façon radicale. Tu as travaillé sur la théorie du transport. Ouais. Qui est en fait un modèle qui s'intéresse à la bonne allocation des ressources. Alors, ouais. Moi, j'ai essayé de comprendre du haut de mon bac littéraire, mais est-ce que fondé par des scientifiques, théorie du transport, qui a été fondé par des très grands scientifiques. D'abord, on appelle ça aussi parfois théorie de Monge-Kantorowicz. Gaspard Monge était l'un des fondateurs de l'école polytechnique, un personnage extraordinaire, un intime de Napoléon, très très engagé dans la science, dans la révolution, le découvreur aussi de la comment ça s'appelle, de la géométrie descriptive. Donc une carrière extraordinaire pour quelqu'un qui était issu du peuple, pas du tout de noble extraction. Et Gaspard Monge s'est posé le problème, comment est-ce qu'on transporte, il fait ça avec un tas de terre ou tas de sable, comment est-ce que je le transporte au plus économiquement possible, une configuration initiale et une configuration finale. Est-ce que je vais envoyer telle portion du déblai, comme il dit, là-bas, sur le remblai, ou plutôt là, enfin bref, j'ai plein de façons de organiser ça. C'est quoi le plus économique? Un autre exemple, ça serait, tu prends des voitures qu'il faut ranger sur des places de parking, si tu as une compagnie de taxi à la fin,
tes voitures sont disséminées dans Paris, tes places de parking aussi. Quelles instructions tu donnes aux différentes voitures pour que globalement tu brûles le moins possible d'essence. Bon. Ça, c'est un problème de transport optimal, minimisation. Et ça a été complètement revisité par Leonid Kantorovitch dans les années 1930, 1940. Un scientifique extraordinaire, très engagé dans l'économie, dans le développement technologique de la Russie soviétique, l'un des pionniers de l'informatique. C'est le héros d'un ouvrage, l'un des héros d'un ouvrage incroyable qui s'appelle Red Plenty, un ouvrage singulier qui analyse la splendeur et la misère de l'économie programmée. Pourquoi est-ce qu'en Russie, au début, ça a fonctionné extrêmement bien? Pourquoi ça a fini par s'écrouler? Avec des questions de théorie des jeux derrière, etc. Et donc, c'est un sujet, le transport optimal, qui peut s'énoncer naturellement de façon économique. Et aussi probabiliste, parce qu'on peut considérer que c'est la meilleure façon d'apparier une variable aléatoire à une autre. Si tu as une observation aléatoire et une autre observation aléatoire, quelle est la façon la plus économique d'expliquer la deuxième à partir de la première. Donc ce sont des sujets qui se posent très naturellement, et j'ai eu la chance d'arriver dans ce sujet au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, au moment où on découvrait que ce sujet était lié à plein de choses qu'on n'avait pas imaginées. Des équations aux dérivées partielles, comme des équations de physique des gaz, des équations de diffusion, des problèmes d'informatique, des problèmes de traitement d'image, des problèmes de finance, des problèmes de mécanique des fluides. C'était comme une explosion. Je fais partie de ceux qui ont compris comment appliquer cette théorie à l'étude de la géométrie non euclidienne, géométrie riemannienne, et même comment résoudre des problèmes géométriques à partir de cette notion de planification optimale. Avec beaucoup de surprises, j'ai découvert ensuite que c'était venu s'inviter dans l'intelligence artificielle. J'attendais pas ça du tout. J'ai compris quand j'ai commencé à me faire inviter vers 2018 dans des conférences d'intelligence artificielle où ils voulaient que je parle. Ça pourrait être par exemple, si imaginons qu'il y ait la voiture autonome, une bonne allocation, on parlait tout à l'heure des taxis, donc des voitures dans le cadre d'une ville pour pouvoir dire je vais aller chercher, là ce serait un algorithme d'intelligence artificielle, je vais aller chercher telle personne, puis telle autre pour pouvoir les amener chacun au bon endroit en ayant fait le moins de kilomètres possible. C'est ça ou c'est pas exactement Oui. D'une part, ça c'est un problème d'optimisation, on va dire assez classique. Le problème de transport optimal, c'est le premier de tout un ensemble de problèmes d'optimisation qu'on appelle parfois la recherche opérationnelle. Mais à un niveau beaucoup plus abstrait et beaucoup plus impressionnant, je vais essayer de le faire sentir, c'est utilisé dans les problèmes d'apprentissage adversarial. Apprentissage automatique, c'est un algorithme qui permet à partir de données de trouver une sorte d'explication du résultat. À partir des données d'entrée, on trouve les données de sortie et on s'appuie typiquement sur tout le corpus existant pour dire voilà, si l'image est comme ci, le cancer est bénin, si l'image est comme ça, le cancer est dangereux, etc. etc. Au sein des méthodes d'apprentissage, c'est un bazar, il y a plein de méthodes différentes. Il y a une catégorie de méthodes qui s'appelle les méthodes d'apprentissage adversarial, où c'est comme si on avait deux adversaires, ou disons, c'est comme un maître et un élève qui seraient en compétition. Et l'élève veut prouver au maître qu'il a bien compris les données. Le maître veut piéger l'élève, comme quand on te fait réviser, on te pose les questions à piège pour vérifier que sur la partie difficile, tu es affûté. Et tu as donc un jeu, un aller-retour entre ces deux intelligences artificielles comme distinctes qui sont le maître et l'élève. Et le transport optimal, là, il apparaît en disant c'est un peu comme si on avait une probabilité à transférer sur une autre. Une dualité à faire entre l'un et l'autre. Tout à l'heure, il y avait ma configuration initiale, ma configuration finale. Ce qui joue au rôle ici, c'est la configuration de l'élève et la configuration du maître. Et le programme travaille jusqu'à ce que le maître et l'élève arrivent à un équilibre, que le maître et l'élève est suffisamment bon pour toujours répondre aux questions du maître et que le maître a beau trouver les questions les plus piégeantes, il n'arrive pas à mettre l'élève en défaut. C'est très subtil. C'est un lien impressionnant, ça fait partie. Un mathématicien, ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est quand tu as un lien inattendu entre deux théories différentes. Et là, on est servi. C'était le cas, d'accord.
Ok, donc ça pourrait éventuellement s'appliquer à des questions de bonne répartition des ressources de l'État, de bonne répartition des ressources entre les gens dans un monde fini, ou est-ce que ce serait... Oui, alors c'est ainsi que Leonid Kantorowicz lui-même le comprenait. C'était la première théorie rationnelle des prix. Et en jouant quelque chose qui s'apparente à une sorte d'offre et demande, où pareil, il faut mettre en relation l'un et l'autre. Et une façon de déterminer objectivement, en fonction de certains paramètres, et avec une fonction d'utilité de tel bien par tel usager, quel doit être le prix rationnel. Alors, il risquait sa vie littéralement en essayant de faire une théorie rationnelle des prix en Union soviétique. Certainement, il a dû la vie sauve au fait qu'il était impliqué dans le programme de bombe atomique, qu'il était reconnu comme le meilleur théoricien de l'informatique de son époque. Et apparemment, Staline lui-même avait compris qu'il pouvait se permettre de décimer les biologistes, mais pas les mathématiciens, qu'il avait besoin des mathématiciens et des physiciens pour construire une Russie puissante. On a un petit peu abordé tout à l'heure la question du citoyen dans tout ça. La place du citoyen peut-être par rapport aux experts, etc. Parce qu'on a besoin que le citoyen soit au cœur de tout pour rester une démocratie. En même temps, on a besoin des experts pour pouvoir prendre les bonnes décisions. On n'a pas du coup abordé la question de comment on s'informe. Et récemment, en fait, il y a eu une sortie un peu inhabituelle suite aux élections municipales, n'importe quoi, aux élections régionales. Et donc on va écouter ce que disait Laurent Delahousse à cette occasion-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas animé un débat politique, je commence à vraiment comprendre les Français de plus en plus. Cette société consumériste, est-ce qu'elle n'a pas atteint aussi notre système médiatique? Quand on voit parfois sur une chaîne d'information, effectivement, un produit d'information considéré comme un objet de consommation, c'est-à-dire qu'il alimente l'audience, donc je l'utilise. Ça me fait plaisir d'entendre ça, hein, franchement. Alors pourquoi? Parce que quand il parle de la société consumériste qui a atteint le système médiatique, dans un monde où on a vu ces dernières années les offres médiatiques déstabilisées par l'arrivée de produits plus radicaux, je veux dire, c'est CNews qui déstabilise tout, c'est la dictature de l'urgence, c'est le fait que le petit grain de sable devient une montagne sous l'impact du prisme déformant médiatique. Et qui est très important, que ça fait partie du rôle des médias, d'arriver à trier l'information, éditer l'information, l'anglais, avec plusieurs points de vue, avec plusieurs points de vue politiques, mais démêler ce qui est urgent de ce qui est moins urgent, ce qui est vital de ce qui est accessoire. Et ça fait partie aussi du rôle du politique que d'accompagner là-dessus. Quand j'arrivais dans telle ou telle émission, dans les municipales, en disant voilà mon programme, voilà ceci et cela, oui, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de tel ou tel? Est-ce que vous allez faire l'alliance avec un tel? Est-ce que vous allez être contre Agnès Buzyn, contre Anne Hidalgo, etc. C'était à chaque fois. Et alors, plus d'une fois, je me suis laissé piéger en répondant à la question. Il faut pas. Il faut dire, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Voilà mon programme, voilà mon offre, voilà ce en quoi je crois. Et il y a tellement de combinaisons après d'un tel qui va être contre, etc. Ça, c'est un de mes enseignements de quelques années de politique. Quand vous êtes dans la lessiveuse, vous passez beaucoup plus de temps à vous demander avec qui je vais faire que qu'est-ce que je vais faire. Et c'est pas bon. Il faut se concentrer sur ce qu'on veut faire. Et pourquoi? Quelle est la situation à laquelle on veut répondre? Quel est le diagnostic? Et résister à la tentation médiatique de dézinguer l'un l'autre que les médias souvent cherchent à encourager, parce qu'on sait très bien que c'est ce qui prend le plus sur les réseaux en diffusion d'informations. La colère, c'est une émotion qui se propage rapidement. Là plus rapidement. Et ici, tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire propager de la construction un plan qui est la vision. Parfois, le sujet et la technicité du sujet emmènent des simplifications. Parfois, le rédacteur de l'article croit de bonne foi simplifier. En fait, il a un contresens. Après, vous vous faites attaquer par votre propre communauté, mais tu leur racontes des salades, etc. Parfois, c'est subtil. Un des pires ennuis que j'ai eu, c'était pour une question de reformatation de paragraphes. Des sauts de lignes qui étaient transformés. Et
et qui rendait le truc incompréhensible. Alors c'était déjà tendu par l'article qui était limité, j'avais voulu mettre trop de choses, il ne faut pas mettre trop de choses. Et j'avais compris à ce moment-là, à mes dépens, une différence majeure entre communication scientifique et communication politique. Le scientifique, spontanément, met la conclusion à la fin. Le politique met la conclusion au début. Il met la conclusion, moi je suis pour ça, et ensuite j'explique. Le scientifique, il dit, voyez, on attaque, tac, 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 donc, en avant. Alors, pour pouvoir communiquer aux citoyens, à la sphère politique, il faut aussi que les scientifiques puissent s'emparer de ce genre de code. Ça, c'est un truc aussi dont on a pris conscience récemment, c'est les fameux plus 2 degrés. Où en fait, plus 2 degrés, pour la plupart des gens, moi le premier, quand on me l'a dit la première fois, je me suis dit, ouais, bon, du coup, au bord de la piscine, il fera un peu plus chaud. On voit plus de... Ça, c'est la grande leçon que j'ai prise de Valérie Masson-Delmotte, et que plus de degrés, ça semble mineur, mais les conséquences en matière d'événements graves et de stabilité d'ensemble sont dramatiques. Et puis, elle fait aussi, alors je ne saurais plus dire, mais par rapport à l'âge glaciaire, je ne sais plus quel était le différentiel de température moyenne par rapport à maintenant, mais c'était très faible. C'était un très faible changement, c'était en moyenne très faiblement plus froid, et il y avait des grandes glaces et tout ce qu'on veut. Tout à l'heure, j'ai eu la chance de pouvoir te présenter l'aventure Time for the Planet. Est-ce que pour toi, c'est une solution pertinente, le fait de lutter contre le changement climatique? Time for the Planet, c'est quelque chose qui s'appuie sur la compétence et l'innovation. C'est une démarche citoyenne, c'est une démarche ouverte. Donc, ça rentre pile dans le narratif, dans les fondamentaux du narratif politique que je souhaite mettre en avant. Une action résolue, radicale, grande envergure. Une action qui s'appuie sur le monde économique et l'innovation et qui ne cherche pas à l'anesthésier. Et puis, une action démocratique, ouverte, transparente, avec un débat d'idées, dans lequel on fait participer les citoyens. Je ne peux que vous encourager du plus fort. Merci. Et pour conclure, on a décidé d'instaurer un petit rituel en fin d'interview. Voici notre livre d'or, qui est là. Oui. Hop. Réalisé par notre communauté. On demande à toutes les personnes d'y écrire un mot encourageant Time for the Planet. It's time for the planet. Dans le temps, les délicieux Zombies chantaient It's the time of the season. Aujourd'hui, on a changé d'échelle. Et c'est sur de très grandes étendues et de très longues échelles de temps qu'il faut réfléchir et agir. Pour une action radicale, ouverte, démocratique, transparente, innovante, go! Time for the planet.